Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 8h moins le quart sur Radio Classique et c'est donc le patron de Sciences Po Paris qui est mon invité ce matin. Bonjour Frédéric Mignon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Demain seront publiés les résultats du baccalauréat avec l'espoir pour certains élèves de terminale de décrocher la mention très bien. Mais il faut savoir que ça ne suffit plus aujourd'hui pour intégrer Sciences Po, la mention très bien en France. En effet, ça n'est pas suffisant. En réalité, nos procédures ne prennent même pas en compte les résultats du bac, puisque les candidats qui se sont présentés à l'entrée à Sciences Po en première année ont déjà eu leurs résultats. Ils les ont reçus la semaine dernière. La procédure désormais prévoit un examen d'un dossier que le candidat soumet, dans lequel il présente sa candidature, son profil, ce qui le passionne et les raisons pour lesquelles il souhaite venir à Sciences Po. Sur l'examen de ce dossier, nous décidons de dispenser à un certain nombre des candidats, compte tenu de l'excellence du dossier, d'épreuves écrites, mais les autres, la grande majorité, passent des épreuves écrites, à la suite desquelles nous décidons de leur admissibilité ou pas. Et ensuite, tous les candidats déclarés admissibles passent un oral. Et les épreuves écrites, c'était dès le mois de mars, c'est ça ? C'était dès le mois de mars. Donc le processus commence très tôt dans l'année. Très tôt dans l'année. Le bac, finalement, ça n'a plus vraiment de sens pour vous ? Le bac a un sens comme une espèce de moment de validation d'une formation secondaire, mais nous estimons en effet que pour ce qui nous concerne, les qualités, les aptitudes que nous cherchons à déceler chez les candidats, nous pouvons les repérer en amont. Le bac valide la formation qu'ils ont reçue. Il est nécessaire pour entrer à Sciences Po, ça reste c'est indispensable, mais ça n'est pas ce qui détermine l'admission ou la non-admission à Sciences Po. Vous avez vous-même, Frédéric Mignon, fait Sciences Po, c'était dans les années 90, je crois. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis cette époque ? Ce qui a changé d'abord, c'est la taille de l'école, puisque à l'époque où j'y étais étudiant, vous avez raison de le dire, c'était au début des années 90, il y avait à peu près 3 à 4 000 élèves à Sciences Po. Nous avons aujourd'hui 13 000 élèves à Sciences Po. 13 000 élèves 13 000 élèves qui se répartissent sur 7 campus, un gros campus parisien et 6 campus qui se trouvent en région, à Nancy, à Reims, à Dijon, à Menton, à Poitiers et au Havre. Ça aussi, c'est un changement. Cette école très parisienne, désormais, a aussi des campus en région. C'est une école qui est devenue extrêmement internationale. À mon époque, la grande majorité des élèves étaient français. Désormais, 46% de nos élèves nous viennent de l'étranger. C'est une proportion qui est considérable. Et enfin, c'est une école qui s'est ouverte socialement d'une manière là aussi extraordinaire, puisque nous avons aujourd'hui à peu près 30% d'élèves boursiers, c'est-à-dire d'élèves qui reçoivent une aide de l'État que nous complétons, nous, à Sciences Po, d'une aide spécifique. Ça nous situe 30%, à peu près 20 points au-dessus des grandes écoles sélectives, à peu près 10 points au-dessus des grandes universités parisiennes. C'est dire que le corps social étudiant à Sciences Po est très différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a 10 ou 15 ans. Bon, apparemment, si on regarde dans le détail des boursiers, c'est surtout des boursiers issus de classe moyenne, entre guillemets. Ce n'est pas les boursiers les plus pauvres qui sont acceptés à Sciences Po. Ça n'est pas exactement le cas. Nous avons en fait des boursiers qui se répartissent sur toutes les tranches. Comme dans tous les établissements, nous constatons en effet qu'il y a beaucoup de boursiers dits à taux zéro, c'est-à-dire qui sont exemptés de droits de scolarité. Pour Sciences Po, ça n'est pas une mince chose, puisque vous savez que nous avons un barème de droits de scolarité qui est progressif, qui est bâti selon le revenu des familles. Proportionnel selon les revenus des familles, ouais. Exactement, mais donc le simple fait d'être exempté est déjà une chose importante. Et encore une fois, ce qui est très spécifique à Sciences Po, c'est le fait que nous complétons les dispositifs publics, ce que verse le Crous, avec des aides calculées au forfait. En fait, c'est 75% du montant que les élèves touchent de la part de l'État qui sont en plus versés par Sciences Po. Vous évoquiez l'aspect ouverture sociale de Sciences Po, Frédéric Mignon. Il y avait ce fameux dispositif de soutien aux lycéens issus des ZEP, des zones d'éducation prioritaire, qui avait été initié par Richard Descoings, votre prédécesseur. Qu'est-il devenu, ce dispositif ? Il est maintenu aujourd'hui ? Combien d'élèves sont concernés depuis le début ? Ce dispositif, qui a été lancé à titre expérimental au début des années 2000, a trouvé sa place complète dans nos procédures d'admission. Il existe depuis précisément 2001. Il a permis environ à 1200 élèves d'entrer à Sciences Po depuis la création de ce dispositif. Au démarrage, c'était quelques dizaines d'entre eux, un petit peu moins même. Nous sommes à l'heure actuelle à environ 150 admis par ce dispositif par an. 150 admis, pour vous donner une idée, c'est à peu près 10% d'une promotion entrante en première année du collège universitaire à Sciences Po. Je constate que, très critiqué à ses débuts, ce dispositif aujourd'hui a fait la preuve de son efficacité. Si je citais tout à l'heure un chiffre très important de boursiers à Sciences Po, il faut considérer que ce dispositif y contribue doublement parce qu'il permet à des élèves de lycées défavorisés d'accéder à Sciences Po et également parce qu'il a joué le rôle, je crois, d'un choc psychologique. Des élèves de classe moyenne, de lycées assez éloignés de Paris qui n'auraient jamais pensé à Sciences Po. Nous aussi, on peut accéder à Sciences Po. Désormais considèrent que Sciences Po est un lieu naturel pour eux. On parlait de Sciences Po dans les années 90. L'image de Sciences Po Paris comme antichambre de la haute fonction publique appartient désormais au passé. C'est
plus seulement ça, c'est beaucoup moins que ça, beaucoup plus que ça maintenant Sciences Po. Cette image reste assez présente dans l'esprit des gens, en tout cas des gens qui s'intéressent à Sciences Po, qui j'espère sont nombreux, mais elle ne correspond en effet pas à la réalité de ce qu'est Sciences Po aujourd'hui. J'évoquais le nombre de nos élèves. Nous avons à peu près 2000 élèves diplômés par an. Nous avions hier soir d'ailleurs la cérémonie de remise des diplômes de 5e année, donc du diplôme de Sciences Po à nos élèves. Plus de 80% d'entre eux vont commencer leur carrière dans une entreprise, donc du côté du secteur privé. Sur les 20% restants, c'est une toute petite fraction qui va intégrer l'École nationale d'administration ou une autre grande école de fonctionnaires. Donc en vérité, bien sûr, nous restons et nous nous en réjouissons le lieu où se recrutent ces hauts fonctionnaires. Nous cherchons à repenser du reste la formation qui leur est dispensée à Sciences Po, mais nous sommes bien autre chose que cela. Vous avez présenté il y a 2 mois votre projet pour Sciences Po à l'horizon 2022, Frédéric Mignon. C'est très longtemps, mais c'est l'année où Sciences Po fêtera ses 150 ans, une bonne date. L'idée notamment, c'est de valoriser davantage les 3 premières années d'études, le billet, comme on dit en Angleterre. C'est très exact. D'abord, vous avez bien noté que 2022, c'était le 150e anniversaire de Sciences Po, et c'est important de se fixer un horizon qui a un sens pour une institution comme la nôtre. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette date qui, en effet, aurait pu paraître un peu baroque. Nous considérons que dans la compétition internationale qui est la réalité de l'enseignement supérieur aujourd'hui, il y a quelques éléments qui sont clés pour pouvoir se positionner comme un établissement qui se situe au meilleur niveau d'excellence. Et en effet, nous observons que les 3 premières années de formation à Sciences Po, notre premier cycle, ce que nous appelons le collège universitaire, qui ont été repensés, densifiés au cours des années récentes, ont besoin encore d'être un petit peu repensés, un petit peu réorganisés pour se positionner en véritable concurrent des collèges, des très bonnes universités américaines ou britanniques. Et nous allons nous y employer au cours des années qui viennent. Il y a, à mon sens, un enjeu très fort à ce que nos élèves, lorsqu'ils sont munis du diplôme qui sanctionne la fin de ces 3 premières années, se voient ouvrir une palette de choix très large, qui peut être une poursuite d'études à Sciences Po, mais également hors de Sciences Po, ou une première expérience du travail. Et aujourd'hui, ils sont très peu à faire ce choix. Nous devons les y aider, probablement en repensant la formation que nous leur dispensons. Vos concurrents à vous, Sciences Po, aujourd'hui, Frédéric Mignon, c'est quoi? C'est des institutions comme la LSI à Londres? Nos concurrents, ce sont en effet des institutions de grand renom international. Nous constatons que pour beaucoup de nos élèves, la question qui se pose n'est pas tellement est-ce que je vais à Sciences Po ou est-ce que je vais en classe préparatoire aux grandes écoles. La question, c'est plutôt dans le vaste monde de l'enseignement supérieur, quel est l'établissement d'excellence que je choisis? Est-ce que je vais à McGill à Montréal? Est-ce que je choisis une grande université américaine? Est-ce que je vais à la LSI ou à Oxford? Ou est-ce que je vais à Sciences Po? Et donc, c'est vis-à-vis de ces concurrents-là, en particulier, que nous devons nous positionner. Merci beaucoup, Frédéric Mignon, directeur de Sciences Po Paris, d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Et donc, bon anniversaire avec un petit peu d'avance pour Sciences Po, 150 ans en 2022. Il est 7h53. Avec 20